Pour cette capsule, on va parler d'un mouvement qui n'existe pas vraiment, que j'ai appelé le Metabop. Donc vous trouverez ça nulle part, du moins je ne pense pas. Pourquoi j'ai appelé ça le Metabop? Parce que je vais parler de deux musiciens qui ont joué dans la période bebop, mais qui sont un peu au-delà de le terme méta, donc au-delà du bop, qui font d'autres choses avec le bop et qui sont tellement visionnaires qu'ils vont être repris beaucoup plus tard par des musiciens associés à des mouvements nettement plus d'avant-garde. Je parle ici de Thelonious Monk et de Herbie Nichols. Ce sont des musiciens hors du temps, extrêmement inventifs. Je vais commencer par le plus connu, Thelonious Monk, qui est né en 1917 et qui est décédé en 1982. Il est né en Caroline, mais il a vécu à partir de 7 ans à New York. Il a joué de l'orgue, mais essentiellement du piano. Organiste dans une église baptiste à ses tout débuts, il s'est vite orienté vers le piano. Il y a dans son jeu, tout le long de sa carrière, une certaine filiation avec James P. Johnson, un des maîtres du stride. Ce qui est étonnant, puisqu'il va puiser dans les profondes racines du jazz, un langage qui va être très personnel et d'avant-garde aussi. Donc chez Monk, vous allez le voir, il y a beaucoup de contradictions. Son œuvre est assez déroutante, on pourrait la qualifier de bop cubiste. Dans le sens que si vous écoutez sa musique, vous allez voir que ses mélodies sont plutôt asymétriques, avec des côtés un peu angulaires. Ce n'est pas toujours lisse, il y a des ruptures. Il va chercher dans des traditions très ancrées une structure, une base pour aller dans des zones exploratoires qui sont propres à lui. Monk a joué avec Gillespie, avec Charlie Parker, avec John Coltrane, avec Miles Davis. Donc il a joué avec les plus grands musiciens de jazz de son époque. Ce qui est intéressant aussi, et c'est là qu'on voit que c'est un personnage énigmatique et contradictoire, c'est qu'il va exploiter beaucoup les ballades, contrairement à la plupart des boppers qui vont aller chercher plutôt des rythmes enlevants frénétiques. Ça ne veut pas dire que Monk était incapable de jouer des rythmes plus rapides, au contraire, mais il avait une technique et puis une vision de la musique tellement personnelle que c'était souvent un personnage qui aimait aller à contrario des autres. Ces mélodies sont, malgré le fait que dans ses improvisations, il y a quelque chose de très assuré, très moderne. À l'opposé, ces mélodies qu'il compose, c'est devenu des grands standards, joués énormément, avec une sorte de chant poignant. On pense à Round Midnight, qui est peut-être le standard le plus enregistré de l'histoire du jazz. C'est lui qui a composé ça. Donc c'est très, si vous écoutez ça, si jamais vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment, vraiment très très beau, très touchant. Et même si c'est touchant, ça ne reste pas moins assez dissonant par moments. Même Round Midnight, quand vous écoutez attentivement, c'est une mélodie qui va chercher des intervalles comme le triton. Donc, des intervalles qui sont peu consonants. Mais il va toujours ramener ça à quelque chose de plus usuel, plus réconfortant. Il va tout le temps jouer avec des tensions, des éléments très peu réconfortants avec d'autres éléments qui le sont. C'est ce qui fait probablement sa force. Il y a aussi beaucoup de friction dans la musique de Monk, dans ses accords, parfois très débrouillés, mais avec des secondes mineures. Donc écoutez ça. Ça fait mal. Ou même des mini-clusters. Donc, il va aller chercher ces tensions-là, tout en ayant recours à des résolutions qui vont atténuer, adoucir ces tensions-là. Donc, il ne sera pas toujours dans la tension. Il va aussi être dans la détente, mais amené d'une manière généralement assez imprévisible. Il cultive l'erreur pour la réinjecter. Si jamais dans une improvisation, il va chercher une note, il a une expression aussi, la bonne mauvaise note. Il a dit ça souvent. Donc cette bonne mauvaise note-là, il va la réinjecter, jouer avec celle-là, jouer avec l'erreur, puis en faire un développement intéressant.
Il a un style autodidacte, donc très personnel. Euh, certains disaient de lui qu'il n'avait pas de technique. Je ne pense pas. Il avait probablement une technique qui lui était propre, mais c'est un homme qui a beaucoup étudié le piano, qui a beaucoup étudié les possibilités du piano. Très certainement qu'il a développé sa propre technique, mais ça en fait une musique inouïe, extrêmement personnelle. Il joue aussi beaucoup avec le temps, les silences. C'est à la fois un peintre de l'espace et du temps. Et c'est remarquable aussi dans la plupart de ses compositions. Il peut avoir des moments très, très, très denses et à côté de ça, des moments très aérés. Il y a beaucoup de contrastes dans la musique de Monk. Il y a des contrastes entre le blues, les modulations imprévues, donc la grille de blues, et puis des grilles avec des enchaînements d'accords vraiment pas usuels. Il y a des contrastes entre l'humour et la gravité. C'est très fort chez lui. On peut être dans un moment très, très, très profond, et puis tout d'un coup, il fait une sorte de distanciation avec un élément de thème ou un élément d'accord qui est bref et subi, qui nous fait quasiment rire. Il va avoir des grooves très soutenus, suivis d'hésitations. Est-ce qu'elles sont feintes? Est-ce que c'est dû à une technique manquante? Je pense que c'est vraiment fin la plupart du temps. Il y a un contraste entre le lyrisme et l'âpreté. Le jeu chez Monk est parfois ascétique, parfois un peu errant. Ascétique dans le sens de moine, comme son nom l'indique, Monk voulant dire moine. Ça va même jusqu'à un certain extrême, jusqu'à l'autisme. Il y a une belle anecdote où il jouait avec Miles Davis et puis il trouvait que le solo de Miles Davis s'éternisait, donc avec son accompagnement, il essayait de vouloir rentrer, mais Miles, qui avait un ego aussi grand que Monk, ne lui laissait pas de chance de rentrer. Et puis à un moment donné, Miles finit son solo, et puis Monk ne joue absolument rien, un petit peu comme le 4 minutes 18 de John Cage. Il fait absolument rien. Ça a été enregistré, ça a été documenté, cet incident. Et puis, depuis ce temps, on parle du silence monkien comme étant une musique très profonde. Bon, c'est peut-être un peu fumiste, mais c'est quand même une facette du personnage Monk. C'est un accompagnateur peu orthodoxe. On n'enseigne certainement pas sa manière de faire dans les facultés de musique, mais pourtant, c'est extrêmement intéressant ce qu'il fait. Il relance toujours le discours du soliste et il peut aussi, avec peu de notes, évoquer une harmonie très chargée. Par exemple, avec des accords. Des accords ici, c'est un accord augmenté avec une septième. Donc, avec deux ou trois notes, il va chercher l'essence du parcours harmonique. Et puis, il va nourrir de cette manière le propos du soliste. Avec deux ou trois sons, il peut arriver à évoquer des accords beaucoup plus larges, beaucoup plus riches. Ça aussi, ça fait sa force. S'il s'ennuie le moindrement avec un soliste, il le dit, il l'exprime, il va faire semblant de prendre la couverte, là, de prendre le solo. Et puis si jamais le soliste se réveille, il va le laisser jouer, il va revenir à un rôle d'accompagnateur. Mais Mingus et Monk étaient sans quartier avec les solistes, avec les gens qui l'accompagnaient. Mais c'était toujours de brillants accompagnateurs qui écoutent beaucoup. Donc, jamais il le faisait pour prendre la lumière sur eux, mais il le faisait tout le temps pour relancer le discours. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Monk, quand il joue un standard, il le met à sa main. On a l'impression qu'il l'a composé lui-même. On pourrait comparer aussi sa musique à certains égards à celle de Stravinsky dans le côté imprévisible des accents et puis des rythmes. Il aime bien les ruptures par des modulations dans des tons qui ne sont pas voisins, mais aussi par des changements de ton abrupt. C'est un discours discontinu, mais toujours avec un fil conducteur. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment ça, Monk. Parmi les pièces que vous pourriez écouter, il y en a plusieurs. J'aurais tendance à vous dire quasiment toute sa discographie, mais bon, notamment des pièces comme Evidence,
Mysterioso, Crepuscule with Nelly, évidemment Around Midnight, Brian Corners, et puis aussi Blue Monk avec Coltrane, dont un disque qui a été redécouvert récemment, il y a quelques années. Coltrane et Monk jouent ensemble. L'un des représentants du Metabop, c'est Herbie Nichols. Il est né à New York en 1919, il est décédé en 1963. Il n'a pas eu une carrière aussi fabuleuse que celle de Monk, il a été nettement moins connu. Son influence s'est fait sentir beaucoup plus tard lorsque des musiciens comme Misha Menschenberg ou Steve Lacy l'ont d'une certaine façon ressuscité en enregistrant des disques en hommage à sa musique. Nichols, au départ, jouait du Dixieland. D'ailleurs, il a joué du Dixieland presque toute sa vie pour pouvoir joindre les deux bouts, parce que ses compositions ne trouvaient pas preneur parmi les éditeurs de disques. Il n'a pas fait que du jazz dans sa vie, dans le sens qu'il a dû travailler aussi dans d'autres domaines pour joindre les deux bouts. Mais malgré tout, il a réussi à enregistrer peu de disques, mais des disques marquants, surtout en trio. Dans l'extrait que je vous ai mis en bas de l'écran, vous allez entendre notamment un jeu de stride un petit peu désarticulé. On a vu dans une autre capsule ce qu'était le stride, c'est-à-dire un vieux style, où la basse fait un temps, puis l'accord sur le deuxième temps, basse du troisième temps et accord quatrième temps, tom, pop, pom, pop, pop. Mais lui, vous allez voir, il le fait d'une manière complètement réactualisée. Il va aussi mettre ici et là quelques dissonances pour épicer le discours. Il utilise des modes moins usuels, notamment dans House Party Starting. Vous allez entendre un mode diminué qui va un peu comme ceci. Alors c'est un mode à 8 notes. Il va lui aussi utiliser des modes non usuels, mais en les stylisant et en les ramenant à des couleurs plus blues, plus jazz. C'est à la fois les rythmes et les mélodies chez Herbie Nichols sont toujours un tout petit peu à côté de la piste, à côté de la route, là, donc un peu décalé. Il nous mène toujours à des endroits où on ne s'attend pas à aller. C'est ce qui fait que c'est fascinant. Il y a aussi des chromatismes et des intervalles un peu particuliers dans ces mélodies, des tritons ou encore des chromatismes. Mais ici, ils ne sont pas là pour épicer, comme le faisaient peut-être des gens comme Duke Ellington ou Billy Strayhorn, mais il le fait en l'assumant complètement, en assumant la modernité de ces intervalles non usuels. Ça avait beau être des mélodies imprévisibles, il reste que c'était un perfectionniste qui soignait beaucoup l'écriture de ses compositions. Paraît-il qu'il écrivait parfois même les partitions pour la batterie. Donc, il pouvait utiliser des dissonances de façon ambiguë ou encore des successions d'accords avec des surprises ou des tournures déroutantes. D'ailleurs, c'est un admirateur de Duke Ellington, de Bartók, de Prokofiev. Et ça se sent dans sa musique, on sent une richesse dans l'élaboration des compositions. Il aimait bien explorer des mélodies qu'on pourrait qualifier d'obsessives, avec des chromatismes fréquents dans le thème. Vous allez souvent entendre, non pas des motifs courts, mais des phrases un petit peu plus longues,
sur 4 ou 8 mesures, mais qu'il va reprendre inlassablement, mais toujours avec un autre angle, une autre vision. Ce que je vous conseille d'écouter de lui, entre autres It's Wonderful, The Third World, ou encore Beyond Recall, mais tout son corpus est vraiment fascinant. Je vous présente 2 liens de la même pièce, House Party Starting, la version en trio de M. Nichols, et accompagné d'ailleurs avec du batteur Max Roach. J'ai aussi mis dans les extraits une relecture de Steve Lacy avec Engelberg. Et là, on saute dans le temps, on est beaucoup plus près de nous. Mais ça va vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec une musique de visionnaire 30, 40 ou 50 ans plus tard. Donc la pièce Blue Monk, c'est un blues. On sait que Monk affectionnait le blues. Il est en si bémol comme plusieurs de ses blues. Vous noterez la cadence échappée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quand on s'attend dans le discours à revenir vers 1. Mais là, ce qu'il va faire, c'est plutôt... Et puis ici, il va avec un accord très dissonant. Puis au lieu d'aller vers le 5, il va plutôt aller... Il va revenir au 1. Donc, c'est comme s'il laissait en plan un accord. Ce qui est assez caractéristique de ces progressions harmoniques. Donc, la mélodie est très dissonante, à 2 voix. Vous allez entendre des chromatismes, puis des grands sauts. C'est peut-être moins chantant, mais ça crée des beaux petits moments surprises. Et puis quand on regarde la grille harmonique, vous allez voir qu'il y a très peu d'accords vraiment reposants. C'est soit des accords ambigus ou des accords assez dissonants. Il va aussi utiliser des accords diminués dans ses successions d'accords, notamment dans Blue Monk. Là. Et puis, il ne se gênera pas pour mettre des clusters en plein milieu d'une ballade. Un cluster, c'est un agglomérat de notes, 2, 3, 4, 5 notes, même plus, mais qui crée des dissonances. Vous remarquerez aussi dans le solo que les phrases sont discontinues. Alors, il va aussi faire des ostinatos de motifs dans un décalage qui est rigoureusement dans le groove. Donc, ça a beau être un tout petit peu décalé, ça fonctionne avec le groove général du groupe. Pour ce qui est des pièces, dans Epistrophe, il y a une harmonie chromatique là aussi. Vous vous rappelez, avec des sauts de demi-ton. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est à la fois un accompagnement boogie-woogie, puis une main droite qui est décalée par rapport à ça. Vous remarquerez aussi que le jeu dans les basses, il va faire des grands sauts. Donc ce n'est pas ce n'est pas conjoint, c'est vraiment disjoint. La fin est plus dense avec des arpèges d'accords et des clusters. Les clusters, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple... Donc on va taper plusieurs notes ensemble, parfois de façon peu orthodoxe. Alors c'est des accords qui ne sont pas très harmonieux, en guillemets, mais ça crée des effets, disons, expressionnistes. Les clusters, il peut aller les chercher aussi par ce qu'on appelle des fragments modaux. Voyez-vous ici, c'est assez dissonant. Donc, c'est une manière d'épicer le discours. De la manière que je le fais, là, c'est assez dissonant, mais vous allez voir que dans la pièce, il faut quand même être attentif pour... Mais vous allez voir que ce n'est pas une harmonie habituelle, que c'est très épicé. Dans la pièce Evidence, il y a aussi des accords ajourés avec des espèces de clusters avec peu de notes, plutôt que de faire... Il va faire des trucs un peu comme ça. Donc, c'est comme si c'était très rapproché, mais plus étendu. Et pourtant, ça reste assez logique avec la grille, d'une manière assez magique, je dirais. Il va chercher quelques mauvaises notes, mais camouflées par des bonnes notes qui vont bien avec la suite d'accords. Il y a aussi une sorte de chant choral assez délirant dans Evidence. Un chant choral, c'est quand... un peu comme dans une chorale, c'est quand
3 ou 4 voix se suivent pour chanter quelque chose. Donc là, au lieu d'être diatonique, c'est-à-dire au lieu d'être assez prévisible avec des sauts de ton, il va chercher des sauts assez grands et tout en restant dans une sorte d'harmonie à plusieurs voix, ce qui donne un effet assez intéressant, assez délirant. Parfois aussi, il y a une plénitude des accords avec des extensions. Qu'est-ce que c'est des accords avec des extensions? C'est aller chercher, par exemple, ce n'est plus un accord à 3 sons ou à 4 sons, mais il va aller chercher d'autres notes. Il pourrait même aller chercher ceci. Donc, ça donne des accords très pleins, aussi un peu plus dissonants. Il va aller chercher un accord qui est surprenant dans un discours habituel en allant chercher des similitudes avec l'accord original, mais en changeant la basse, ce qui peut donner des effets intéressants, par exemple ici. Donc ici, on entend. Alors, c'est ça. Ça donne encore une fois un son un petit peu plus expressif. Dans ces accompagnements, il peut très bien se taire pendant un certain temps, et puis tout d'un coup se mettre à jouer des dissonances, arriver avec des idées beaucoup plus denses. D'ailleurs, dans le solo, vous remarquerez la jambe de Monk dans cet extrait-là. Vous allez voir qu'il subdivise le temps d'une manière assez particulière. Vous remarquerez aussi ses mains qui jouent à plat sur le clavier. Admettons que c'est le clavier, c'est plutôt que de jouer avec la main en forme de pomme, comme il faut le faire pour faciliter le travail de la main, et puis aussi pour empêcher des tendinites. Et lui, il joue souvent avec les doigts à plat. C'est une technique qui lui est particulière, qui n'est pas recommandable, mais en faisant ça, il va chercher des sonorités de la manière qu'il frappe les notes. Ça crée des sonorités qui font en sorte qu'on reconnaît le son de Monk tout de suite. On dirait chez Monk qu'il y a toujours une quête, pour paraphraser Rimbaud, il y a toujours une quête d'un vertige fixé.